Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver en compagnie de Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Mélanie. Ah, je suis super heureuse que tu sois là. Pour la petite histoire, nous on s'est rencontrés en décembre lors d'un atelier organisé par Julie Bruel. Et même si on n'a pas vraiment parlé directement, toi et moi, dans l'atelier, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et en fait, ce que je ne fais pas d'habitude, c'est que je t'ai envoyé un message direct. J'essaie de te trouver déjà. J'ai fait une sorte de Sherlock Holmes. C'est qui cette femme? Et ensuite, je t'ai envoyé un message en disant, écoute, je sais pas, il y a vraiment quelque chose. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Et tu me dis, bah écoute, j'allais t'envoyer un message. Donc oui. Et puis bon, le mois de décembre a passé. Et puis on s'est rencontrés fin janvier. Et c'était le jour même où je me suis vraiment connectée à mon grand pourquoi, où j'ai aussi sorti la tête de l'eau de ce mois intense. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est là où je t'ai dit, écoute, comment on peut faire pour travailler ensemble? Et puis, depuis, du coup, début février, on brainstorm, on met deux cerveaux pour mon entreprise et c'est juste que du bonheur. Je vais te laisser, je vais te laisser te présenter toi et nous raconter ton parcours. Mais en tout cas, voilà, je suis ravie que tu sois là. Tout pareil. Je commencerai déjà par te remercier parce que c'est un grand honneur. En plus, j'écoute tous tes podcasts en accéléré, mais je les écoute tous. Donc, du coup, je suis hyper émue de rejoindre la série, la bande. Euh, Oh. je m'appelle Anne-Sophie. J'habite à Bordeaux, en métropole. J'ai un parcours on va dire, d'opportuniste et d'autodidacte. Même Hmm. si j'ai choisi les langues étrangères parce que j'adore parler et rencontrer plein de gens différents. Et j'ai une passion pour l'humain qui fait que je pars du principe que parce qu'on n'est pas né au même endroit, dans la même famille, et ben l'autre a quelque chose à m'apporter que je ne connais pas, que je ne sais pas. Donc j'ai fait de l'anglais, j'ai fait de l'espagnol, j'ai fait du portugais, j'ai passé 5 ans à l'étranger, c'était génial. Et quand je suis rentrée, j'ai basculé dans un autre monde. Euh, qui était celui de l'informatique où je n'y connaissais strictement rien, mais somme toute, j'y suis restée 15 ans et je suis passée de formatrice pom-pom girl parce que j'ai une vision de l'informatique très spéciale. Donc de formatrice pom-pom girl, allez, on peut y arriver les gars, c'est bon, à plein de choses techniques, à chef de projet. Donc chef de projet en informatique pour moi, c'est un mix entre un capitaine, toujours la pom-pom girl, et le pompier qui doit Waouh. éteindre les feux humains. Donc j'ai fait ce travail avec cette vision-là. Mais dans ce métier-là, je n'arrivais pas à exploiter ce qui était ma passion initiale, à savoir l'humain. Rencontrer des humains, échanger avec eux, découvrir des choses et être émerveillé et s'émerveiller ensemble de nos différences riches. Et puis, il y a eu un certain confinement en 2020. Oh Il y en a eu tiens. plusieurs même. Il y en a eu plusieurs. Et c'est au 2e de novembre 2020 que j'ai réalisé que ça faisait plusieurs années que j'aidais mes copines entrepreneurs qui n'étaient pas à l'aise avec leur image sur les réseaux, ou comment formuler quelque chose, comment se préparer à un entretien, comment on fait une vidéo, comment on fait les choses. Et en fait, ça faisait des années que je les aidais, que j'adorais les relire, les motiver, leur faire des plans d'action, des choses comme ça. Et j'ai eu une espèce d'épiphanie. C'était à 2 doigts d'entendre les anges, mais je m'en souviens. 31 octobre 2020, j'étais dans sur ma petite chaise et j'ai eu cet éclat lumineux en me disant waouh, ah mais en fait ce que je fais en kiff c'est un taf. Mais c'est pas vrai. Et, euh, et j'ai décidé que j'allais tester comme ça. Et au hasard d'une rencontre, j'ai trouvé ma première cliente et c'est ainsi que la magie a démarré. Le bouche à oreille. Hmm. Tout un Je, je, programme. oui, oui, oui. J'ai résumé en m'arrêtant en 2020, mais on va dire qu'après j'ai essayé de sortir de mes croyances que l'entrepreneuriat était un danger. Je l'ai fait il y a 5 mois et j'ai enfin dit au revoir au salariat pour être complètement à mon compte et m'éclater dans cette liberté d'entreprendre. Bravo, parce que c'est quand même beaucoup d'audace d'avoir osé faire ça. Oui, 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 oui. J'avoue, avec le recul, oui.
Et j'aimerais aussi que tu nous parles en fait de vraiment qu'est-ce que toi tu offres au monde, parce que c'est vrai que donc nous on s'est rencontrés autour d'un thé virtuel, et d'ailleurs ce qui était très étonnant, et je m'étais fait la réflexion suite à l'atelier avec Julie, c'est que elle avait demandé à ce qu'on se présente toutes, et Mhm. personne n'a parlé de son travail. Je me suis fait la réflexion après, c'est parce que souvent les gens se définissent par leur travail, et que, enfin même moi, hein, quand on me dit, présente-toi, bah souvent il y a quand même l'entrepreneuriat qui débarque dans mon discours. Et là, je me rappelle qu'on avait toutes rien dit sur nos activités. Et du coup, moi, quand je t'ai cherché sur Instagram, je me suis dit, ben oui, ça doit être elle, mais je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Oui, je me rends compte que je garde encore un petit côté mystérieux. Absolument. Mais ce que j'offre au monde, euh, principalement, c'est ma joie de vivre pour trouver le mot juste et une douce organisation pour se reconnecter à sa créativité intérieure. C'est beau. J'ai préparé. Je me suis dit, comment je vais expliquer ce que je fais? Mais vraiment, si je résume, ce que j'adore, c'est la co-création. J'aime l'échange. Toutes les collaborations que je fais, c'est vraiment des collaborations. C'est-à-dire que j'ai besoin de parler avec la personne pour capter son énergie, non pas pour la lui prendre. Je ne suis pas du tout un vampire, mais j'ai besoin de sentir dans quelle vibration la personne est pour me permettre d'entendre et de voir au-delà de ce qu'elle dit et au-delà de ce qu'elle montre. Et généralement, j'ai cette chance que j'ai travaillé, mais que j'arrive à capter potentiellement des petits blocages, des petites choses. Et donc, du coup, je vais accompagner en douceur. On va y aller bras dessus, bras dessous, et on va avancer sur ce chemin que veut faire la personne. Et en cueillant des fleurs, c'est comme si on allait retrouver les bons mots qu'elle cherchait, mais qu'elle voyait, mais qu'elle peut-être qu'il lui restait quelques peurs, quelques petits sacs à dos lourds avec des pierres qu'elle n'avait pas vues dans son sac à dos, donc elle les voyait pas. Et donc moi, je l'aide à se reconnecter à cette beauté qui l'entoure, à tout ce que cette personne a déjà créé elle-même et qu'elle rêve juste de vivre. Donc on chemine et on voit et on avance et en ce faisant, la personne se reconnecte à son intérieur et à son intériorité. Généralement, on retrouve sa joie profonde qui est jamais trop loin, mais si elle est un peu loin, elle se reconnecte à elle et, euh, et c'est chouette parce qu'à la fin de chaque accompagnement, généralement, je laisse des copains ou des copines et où on reste en contact parce qu'on adore savoir ce que devient l'autre et c'est quelque chose en plus. Tu parles toi souvent du fait que tu aimes bien créer des familles, mais je me rends compte que euh, j'aime créer ces relations privilégiées en fait. Mm. Il y a certaines personnes à qui je dis que je suis un peu comme, pour ceux qui connaissent Harry Potter. Harry Potter, je suis un peu comme le pensieve de Dumbledore, et pour ceux qui connaissent pas, c'est l'espèce de pierre avec un liquide argenté dedans dans lequel Dumbledore met ses pensées pour pouvoir se replonger dans ses souvenirs ou pour partager ses souvenirs avec les gens. Moi, je suis ce contenant dans lequel on va verser des histoires de vie, des envies, des choses, et je vais aller démêler, et je vais aller garder, parce que j'ai aussi beaucoup de mémoire. Et du coup, je compose et je propose différentes organisations, stratégies et cheminements. Mm. Merci pour tous ces mots. Je pense que ça a parlé à plein de personnes. Moi, j'ai envie d'ajouter aussi qu'il y a vraiment, déjà, tu étais une femme pleine de talent. Il y a vraiment quelque chose. Tu fais aussi l'ordre du couteau suisse. Tu sais, c'est l'ordre de la rencontre. Et après, tu arrives je sais pas, à nous envelopper. Moi, fin janvier, j'étais pleine de vulnérabilité et en même temps un retour d'élan. Euh, et t'as été là, déjà, t'as capté mon univers dans un espace-temps qui est quand même très court. T'as capté l'essence de qui je suis et et tu t'es plongé voilà dans l'univers Mélanie Notary, à écouter mon podcast, à aller lire des textes, à aller regarder des vidéos que j'avais fait avec d'autres personnes, etc. Et et du coup, t'es aussi ce miroir qui fait sens parce que vu que c'est moi-même, je peux pas, enfin, j'ai du mal à me voir. Mais par contre, toi, tu es ce miroir qui permet de venir souligner des mots, souligner des expressions, des façons de faire, des façons de vivre, qui sont aussi à mettre en valeur, puisque quand c'est notre vie, c'est notre vie. Donc on n'a pas
cette prise d'auteur forcément. Et puis oui, il y a vraiment de l'ordre de la révélation avec toi. On se révèle à nous-mêmes. Et, euh, et puis, t'es un soutien. Pour moi, t'es vraiment un soutien immense à nos côtés, qui, dans ces périodes quand même de vulnérabilité, qui demandent du courage, et ben, en fait, on sait que t'es là. Et même quand on n'est pas en séance ou ou à parler ensemble, ben, t'es là quelque part. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très précieux. Et je suis vraiment honorée, moi, d'avoir pu vivre ça et de vivre ça encore en ce début d'année. Ça m'aide énormément. Et c'est grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as capté quelque chose dont je parle pas forcément, mais effectivement, il y a cette énergie soutenante qui fait que même si on me parle pas, on me sent pas très très loin et généralement ça fait du bien. Et, Oui. et moi je le fais naturellement, hein, tu vois, je ne fais pas de truc spécial, ça se fait naturellement, donc c'est chouette. Mm. Merci encore beaucoup pour tes mots. Bah, avec joie. Tu as parlé, mais alors hyper rapidement, du coup du shift entre salarié et entrepreneurial. Donc tu as dit que ça s'est passé il y a 5 mois. Mais alors tu as participé au podcast collectif où tu racontes justement cette permission entrepreneuriale. Mais est-ce que encore en quelques mots tu pourrais nous la raconter ici? Oui, bien sûr. C'était un chemin qui a été, avec le recul, un peu assez rapide et en même temps très lent. Euh, j'ai découvert l'entrepreneuriat à travers le marketing de réseau il y a 10 ans, pile poil. Et pourquoi? Parce que j'étais dans une situation personnelle où j'avais besoin de plus d'argent. Donc je me suis dit, ok, je suis déjà chef de projet en informatique, je suis déjà freelance en traduction, mais j'ai déjà un client, donc j'en recherche pas trop. Bah, je vais tester quelque chose d'autre et je suis allée vendre de la lingerie. Donc j'ai appris tous les rouages des bonnets des élastiques et des machins choses. Et j'étais une piètre vendeuse, hein, par contre, ça c'est sûr. Mais j'ai goûté quelque chose de nouveau, se faire former, une équipe, trouver des gens, leur apporter quelque chose dont ils avaient besoin, qui pourrait leur faire du bien, et je trouvais ça chouette. J'ai continué avec d'autres produits après, et du coup j'ai touché du doigt cette autre chose. Et je me suis rendu compte que c'est devenu ma respiration en parallèle du salariat. Et limite, j'avais un meilleur équilibre à partir du moment où j'avais 2 activités. Forcément, j'étais à 100% salariée, donc j'avais un temps limité pour l'entrepreneuriat. Et puis après, il y a eu pour moi, tout timing est divin et visiblement, c'était mon chemin de devenir entrepreneur pour faire ce que je fais. Donc, les planètes se sont alignées. C'est-à-dire que j'ai cette révélation en novembre 2020. Le mois d'après, je sympathise sur un groupe avec une fille que je ne connais pas qui me dit qu'elle habite aussi Bordeaux. On se rencontre, elle me dit ah, faut absolument que je te présente quelqu'un. Ma première cliente arrive, paf 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 paf. On est en 2021. Je me dis que j'adore ce que je fais, j'adore ces co-créations, ces brainstorming, ces accouchements parfois de choses. Et je me dis mais comment je peux faire plus? Parce qu'en fait, j'ai envie de plus de temps. Je sens que j'ai du potentiel et j'ai besoin de plus de temps. De là, une rencontre, septembre 2021, me dit tiens, je pars en congé pour création d'entreprise, ça va être bien, mais je prends un temps partiel parce que j'ose pas. Ah, parfait, timing divin, je me renseigne, c'est exactement ce qu'il me faut. 2022, je passe à 3/5, donc 3 jours en entreprise, 2 jours pour moi. Au bout de 4 mois, je commence des crises d'angoisse, un stress mais proéminent. Et là, mon conjoint me dit ce serait bien que tu fasses un choix en fait, parce que je sais pas si tu te rends compte de la maltraitance dans laquelle tu es. Ah bon? Et au moment où je lui dis ouais, peut-être que je me suis trompée, peut-être que je devrais lâcher le salariat, lui me dit l'entrepreneuriat, il me fait non mais t'as rien compris en fait, lâche le salariat. Tu resplendis tellement, t'es tellement lumineuse quand tu parles de ton projet, n'hésite même pas, je te soutiens, je suis là, vas-y. Donc j'ai respiré, je lui fais un gros bisou et puis je me suis renseignée sur la rupture conventionnelle qui n'a pas été possible. Je te passe les aléas pendant 3 mois avec mon entreprise où c'était du grand n'importe quoi. Et au final, je suis partie sur l'option de la démission reconversion qui était très peu connue, qui m'a fait peur à fond parce que ça consiste à créer une étude de marché avec
un prévisionnel à 3 ans fait avec un expert comptable, tout plein de documents à rédiger et clairement, j'étais tellement tétanisée que j'ai procrastiné pendant 1 mois en me disant: «Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche?» J'ai cherché plein d'infos, j'ai rien trouvé. J'étais en mode panique, plus et puis j'ai démarré, je sais pas, les alignements, pouf, ça s'est fait. Je suis passée en commission. Mon dossier a été accepté le 9 septembre 2022. J'ai posé ma DEM le 15 septembre 2022. J'étais en congé et je suis partie le 30 septembre 2022. Et voilà, c'était bien. Bon, je me suis bloqué le Waouh. dos, certes, un peu comme Gabriel Scano, il disait il y a pas longtemps, la peur de l'inconnu. Euh, mais, euh, mais je regrette pas une seule seconde. Hmm. Et tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, donc tu as été chef de projet au niveau informatique, mais je trouve que tu as aussi vraiment cette casquette dans ton activité. Bah, alors là, c'est plus chef de projet en entreprise pour quelqu'un d'autre, mais t'as quand même, enfin, en fait, c'est assez drôle parce que t'es vraiment pour moi une sorte de, oui, t'as un couteau suisse et genre tu peux popper comme ça, genre petite fée qui débarque aux personnes qui du coup s'intéressent ou qui te rencontrent et t'as vraiment tellement de talent, tellement de capacité que ben, en fonction des besoins, tu vas juste tu sais répondre à la chose, tu sers sur un plateau en fait juste ce dont chacune des personnes a besoin et je trouve ça vraiment extraordinaire. Bravo. Merci, merci. J'allais dire pratique, mais oui, C'est c'est pratique, oui. oui, ouais. Euh, Aujourd'hui, du coup, là, t'en es forcément à pas non plus énormément de mois en entrepreneur seul. Mais c'est quoi tes premiers ressentis, tu vois, comme en tant qu'entrepreneur aujourd'hui? J'ai d'abord cette euphorie de respiration qui me vient. J'ai l'impression que je respire depuis 5 mois, Mmh. ce qui est très particulier, parce que je respirais avant, mais là, je respire vraiment mieux et moins bien, parce que je me stresse toute seule, mais je respire bien et je me sens libre. Euh, j'ai limite cette sensation d'avoir euh, de d'expanser physiquement en fait, de prendre plus de place dans ma vie euh, parce que je me laisse enfin être qui je suis en étant pleinement dans mes talents, dans mes zones de génie. Et du coup, il y a énormément de facilité qui s'émane. Mais en même temps, comme tu l'as dit, je touche à beaucoup de choses, donc on va dire que c'est le début. J'ai choisi d'investir sur moi, donc j'ai fait beaucoup de choses déjà en ce début d'entrepreneuriat. Euh, mais j'aime bien avoir tous les outils pour pouvoir construire le meilleur plan possible. J'ai ce petit côté chef de projet, effectivement, qui aime faire des plans et des stratégies et des rétro-plannings. euh, mais c'est un ensemble de tout ça. Je ressens pas encore 100% la douceur de moi-même, parce que je pense que il y a un petit effet cocotte minute. Je pense qu'il était vraiment grand temps que je vive de cette passion. Mmh. Ouais, merci pour ça. Et tu sais, moi, je parle de plus en plus de l'entrepreneuriat comme une voie de guérison. Déjà, toi, est-ce que ça te parle? Et tu vois, si oui, dans quels espaces tu sens que justement de t'être lancé en tant qu'entrepreneur, ça vient déjà pointer du doigt certaines zones et il y a un processus qui s'est mis en marche euh, de guérison, disons-le. Ça me résonne énormément en moi et je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est un espace de guérison. D'abord parce que c'est une autorisation intérieure à être soi, donc à s'accepter avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses ralentissements, avec ses accélérations. C'est une guérison. Du coup, je me mets à travailler à domicile avec mon chéri qui est aussi à la maison et pour moi, c'est un espace de guérison parce qu'il y a beaucoup plus de flexibilité et de possibilités dans l'organisation pour la maison, avec les enfants, dans les choses à faire. Euh,
je trouve que ça permet aussi de guérir à plein d'autres niveaux subtils parce que en devenant sa propre entreprise, en devenant son propre capitaine, on se rend pleinement compte que si nous, on est un peu cataplof, un petit peu plof-plof là, ça avance pas aussi bien qu'on voudrait. Donc, c'est une invitation à toujours revenir vers soi et sur soi pour s'assurer que, ok, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis toujours alignée avec moi-même? Est-ce que je suis toujours bien ancrée? Ok, je peux toujours avancer? Ouais, allez hop, on y va. C'est ma vision, mais pour moi, il y a un vrai besoin d'alignement, d'ancrage et de se dire, ok, bon, là, je suis en maltraitance totale. J'en ai conscience, oui, c'est ok. Allez, il y a une deadline. Allez, on y va, on continue. Et j'y vais. Mais c'est beaucoup plus d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, sans masque. Et tu vois, là, il y a vraiment quelque chose qui est venu dans ma tête, c'est que finalement, l'entrepreneuriat permet une souplesse. Mais qui dit souplesse, c'est aussi s'adapter à nous qui nous sommes. Et vu que nous sommes humains, nous sommes constamment en mouvement et en évolution. Mais du coup, cette souplesse et l'entrepreneuriat et l'évolution amènent à un réajustement perpétuel pour du coup être aligné avec nous qui nous sommes et l'entreprise et la société aussi en général. Et tu vois, ça, je pense qu'aussi c'est très c'est inhabituel. Alors c'est naturel, mais c'est pas naturel dans notre fonctionnement. Parce que, en fait, le cadre salarial, tu vois, le salariat, c'est très rigide. Au final, il y a des gens, tu vois, comme mon papa, par exemple, il a commencé très jeune dans la société où il est encore aujourd'hui et finira sa carrière dans la même société. Et au final, c'est toujours le même boulot. Alors, c'est des projets qui sont différents, mais c'est tout le temps la même façon de faire. Et du coup, c'est un cadre qui, j'estime, qui est rigide. Et donc, quand tu es en salarié, t'es pas là à te poser des questions. Alors, est-ce que c'est aligné avec moi? Est-ce que là, il y a une maltraitance et tout? Parce que si tu commences je pense, à sentir ça, ça pue un peu pour toi et ta santé mentale. C'est clair, c'est clair. Et du coup, je pense que tu vois, mais même moi, hein, je vois que, je pense que la souplesse invite de plus en plus, mais je pense que la rigidité aussi, c'est une sorte de fausse sécurité. La vie ne demande que à évoluer, à être et à se mouvoir dans tout ça. Mais je crois que c'est encore vraiment et peut-être que tu vois, c'est une des zones que là, en t'écoutant parler, après en évoquant ça maintenant, je vois en fait pourquoi aujourd'hui on peut avoir des difficultés de souplesse parce que le cadre de la société est quand même plutôt rigide. Donc voilà, je trouve C'est intéressant. super intéressant. C'est super intéressant ce que tu dis parce que la société présente effectivement ce cadre dans lequel on va avoir cette rigidité, mais qui va permettre à tout à chacun d'être en contrôle, d'avoir l'impression d'être en contrôle de sa vie. Je suis en contrôle de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, de ce que je fais, de comment on me voit, de comment je m'habille. Enfin, du coup, ça rassure énormément. Et quand on te dit, allez, vas-y, on te propose un saut en deltaplane, mais sans deltaplane. Allez, vas-y, pouf. Bah, la personne, elle est en mode flippette parce qu'elle sait pas du tout comment ça va se passer. J'ai appris très tôt dans la vie qu'il y a que quand tu es au pied du mur que tu sais vraiment what it takes. Qu'est-ce que ça prend en fait de gravir ce mur? Est-ce que ce mur il est si haut que ça? Donc tant que t'es pas au pied du mur, tu sais pas. Et ça rassure le cadre salarié. Ouais. Je peux pas mentir, je suis restée derrière un bon bout de temps. Et tu vois aussi ce qui est assez drôle entre guillemets, c'est que les gens qui souvent, tu vois, décident de partir du salariat, alors après plus ou moins en réaction, ils choisissent l'entrepreneuriat pour la souplesse. Et au final, je pense que ça c'est un des exercices les plus difficiles parce que c'est chouette de vouloir la souplesse, c'est chouette de vouloir la liberté, mais vu qu'on n'a pas été habitué à ni la souplesse ni la liberté, bah, au final, c'est aussi une des zones où il y aura le plus de peur, en fait, derrière. Complètement. C'était ma réflexion, je pense, les 3 premiers mois. J'étais obnubilée par
Waouh, mais à chaque fois que j'ai commencé un nouveau boulot, il y avait quelqu'un pour m'accueillir, pour me dire, bah voilà, c'est là où tu vas travailler, là c'est ton bureau, c'est ton ordinateur, voici tes mots de passe. Regarde, viens, on va aller prendre un café. Et la personne te guidait, donc du coup, tu avais une routine qui était déjà instaurée. Mais quand tu es à ton compte et que tu es tout seul, tu peux parler tout seul, mais dans ces cas-là, tu deviens un petit peu schizo. Donc, tu tâtonnes, tu expérimentes toutes les routines possibles et imaginables. Tu te lèves à 5 heures, à 8 heures, à 10 heures, tu sais plus. Bah, c'est bizarre. Ouais, complètement. Et du coup, toi, quand tu, par exemple, t'as je sais pas si t'as des coups de mou de temps en temps. Oh oui. Oh oui. Donc sûrement aussi des périodes de doute. Oh oui. Et ben, qu'est-ce que toi, tu vois, qu'est-ce qui te permet de garder le cap? Qu'est-ce qui te permet, tu vois, de retrouver l'élan, retrouver l'envie ou juste la confiance et la foi absolue pour bah, juste en fait continuer cette aventure? Mmh. Bah, pareil, c'est une très bonne question parce que c'est un de mes grands thèmes du moment. Hem, en entreprenant, j'ai fait évoluer ma passion de communiquer, qui pour moi avant c'était communiquer, c'est se relier, mais je me rends compte que communiquer, c'est avant tout se connaître soi. Et du coup, lorsque moi j'ai des coups de mou, j'en reviens à mes fondamentaux. J'ai besoin de quoi pour être nourrie? Est-ce que j'ai été nourrie correctement? Est-ce que j'ai exprimé correctement ce que j'avais à dire, ce que j'ai ressenti? Quand tout ça c'est check, je passe à l'étape suivante. Euh, et, euh, et je reprends. J'ai eu la chance l'année dernière de faire un accompagnement en hypnothérapie et en MBSR avec une femme formidable, Elaine Rudnicki, et j'ai gardé quelques-unes de ses méditations et son petit accent québécois, la façon dont elle parle, enfin pas québécois, canadien, elle est anglophone, la façon dont elle parle et ses méditations sont tellement justes que je reviens à ça pour redescendre en moi, pour faire redescendre le feu intérieur Hmm. et revenir dans l'ancrage. Donc, une fois que le feu est descendu, après je pars en méditation et je me laisse ne rien faire du tout. M'abandonner, je fais la crêpe. Je t'imagine bien. Ouais. Et généralement après, à partir du moment où j'ai laissé cet espace, où j'ai discuté avec toutes mes peurs pour voir le pour, le contre, enfin, on est plusieurs quoi. On papote tous ensemble. Alors qu'est-ce qu'on fait? On trouve des plans. Bon, ouais, mais une fois que généralement on a bien discuté, qu'on s'est rassuré, on s'est fait un gros câlin, bon, on y va en douceur. Et puis j'ai ce cerveau un peu effervescent qui tout de suite m'envoie une idée. Tiens, tu pourrais faire ça et ça et ça, et ça repart tout seul en fait. Hmm. Mais merci, tu vois, de parler de ces moments de pause. Enfin, voilà, c'est aussi beaucoup d'autorisation. Mm. Euh, parce que on peut aussi très vite, tu sais, rentrer dans une spirale où quand tu as un doute ou enfin quand il y a quelque chose qui va pas ou vraiment trop de peur, ben on peut être aussi dans une sorte de paralysie, ne plus savoir quoi faire, tout remettre en question. Et là, ça devient dangereux en fait parce que en plus, souvent le cerveau ou le mental est en quête de preuves comme quoi en effet ça ne fonctionne pas ou il y a quelque chose qui ne va pas, ou que potentiellement tu es le problème. Et du coup, c'est là où aussi, bah, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es un peu flop, je sais plus, flop blop, Catablof. cataplof, bah forcément, enfin, il y a un moment donné, ton entreprise, moi je pense profondément que l'entreprise elle est vraiment là en soutien de nous en tant qu'humains. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, bah, si tu peux pas non plus rétroalimenter l'entreprise, bah, il y a un moment donné, il y a une dissonance et puis ça amène à ce Mm. que il y a des choses qui tournent moins, en tout cas, moins bien. Donc c'est vrai que au lieu de se laisser emporter par un tourbillon en fait qui va être très maltraitant finalement pour soi et pour l'entreprise, ben tu vois de s'autoriser à dire ok ben et si je ressentais, sauf que souvent c'est pas évident de vouloir ressentir Oui. parce que c'est pas forcément agréable. Euh, mais c'est vrai que voilà, de faire cette pause, toi tu as parlé tout à l'heure de méditation, surtout qu'aujourd'hui même, si on n'a pas fait la formation de cette hypnothérapeute canadienne sur YouTube, il y en a 46 000 de disponibles, si c'est Oui, pas un complètement. million. Donc, ou même ça peut être aussi juste de faire un câlin à son chien, parce que toi tu as un chien, Oui. ou à son compagnon,
ou faire une balade, se promener. Il y en a que ça va être plus le yoga, enfin, et d'autres ça va être de peindre. Il y a tellement de façons, mais c'est vrai qu'en fait, je trouve intéressant d'avoir conscience, tu vois, comme une liste, une sorte de boîte à outils, et que dès qu'on voit un peu le signal d'alarme, dire attention, je commence à aller pas très bien, et bah de pouvoir avoir vraiment, tu vois, factuellement une liste, un papier avec une liste, et de pouvoir se dire tiens, bah je vais faire ça, ça va aller mieux. Et c'est une sorte de boîte à outils d'urgence qui est toujours Qui intéressante. permet, je me permets de compléter, Bien sûr. c'est une boîte à outils qui permet de remplir. Parce que le truc, c'est que quand on devient cataplof, on se vide. Et on peut avoir tendance à créer à partir de ce vide et du coup c'est pas aligné et les choses marchent pas comme on veut et on comprend pas et on s'énerve et ça frustre. Tandis que quand on se remplit effectivement d'un câlin d'un chien, d'un câlin avec son chéri, d'une balade dans la nature ou de quelque chose qui va nous nourrir, bah justement on va venir remplir et donc ce qu'on va remettre en place ou créer va être plus en équilibre et plus aligné et du coup naturellement plus magnétique. C'est quand même assez incroyable. Oui, mais en fait, quand on l'expérimente, on se dit, c'est véridique finalement. Ouais, c'est quand on n'y est pas, on se dit juste qu'est-ce qu'il a raconté l'autre là. Mais c'est y aller étape par étape. C'est trouver tous ces différents outils qu'on va mettre dans sa boîte à outils. Mhm. Et il y a une question que j'aime beaucoup, c'est quelle a été ta plus grande action audacieuse? Alors, je ne sais pas si ça a été justement de te lancer dans l'entrepreneuriat après le salariat, ou s'il y a autre chose que tu pourrais nous raconter. Euh, bah, je pense qu'il y en a une autre où pour moi ça a été mon premier grand saut dans le vide. Euh, j'étais donc je te disais tout à l'heure que j'ai vécu à l'étranger et j'ai surtout passé 4 ans en Andalousie où j'avais un stage de fin d'études à faire et il se trouve que je suis de la génération où de Doug licence maîtrise, mais je suis la dernière année 2004. En 2004, la maîtrise pouvait être encore reconnue comme un bac plus 4 ou on pouvait basculer vers le master 2. Et j'avais postulé à plein de DESS, les fameux master 2. J'avais été refusée absolument partout parce qu'il y avait cette loi qui passait. Et à la base, moi, je suis de Normandie et une Normande qui arrive en Andalousie rencontre, comment dire, un choc et un émoi climatique. Il se passe un truc. J'étais en amour total de l'Andalousie. J'avais aucune porte en France de ce qui était prévu dans ce plan que je pensais que je devais faire, comme mes frères m'avaient montré. Je devais faire des études et un bac plus 5 de préférence pour trouver un bon boulot. Enfin, je pensais que c'était ça. C'était ça la recette. Il n'y en avait pas d'autre. Et, euh, et en Andalousie, j'étais tellement bien euh, que bah, j'ai tenté. À la fin de mon stage, j'ai postulé. J'ai demandé si en prévision d'un projet qu'ils avaient 2 ans plus tard, est-ce que ce serait possible? Et j'ai passé un entretien, j'ai passé toute une ribambelle d'entretiens et j'attendais la réponse. Et donc pendant la fin de mon stage et le moment où je repartais en France, il se passait 15 jours. Et pendant 15 jours, j'ai pas eu de nouvelles. Donc j'ai dû faire mes cartes, valider mon billet d'avion qui était déjà pris depuis des mois. Du coup, j'ai même fait, j'ai rendu mon appart. Et la veille du départ, bah, ils m'ont confirmé qu'ils me prenaient. Donc la liquéfaction totale, là, franchement, oh my god, por Dios, que susto. Et donc bah là, branle-bas le combat parce que je suis quand même rentrée en France, mais j'ai laissé une partie de mes affaires, j'ai renégocié ma chambre, j'ai arrêté j'ai été faire tout parce que j'étais en colocation à l'époque, donc j'ai reparcouru toute la ville pour enlever toutes les petites affiches que j'avais mises recherche colocataire. Et je suis rentrée en France pour annoncer que je revenais que 15 jours et que je repartais pour une durée indéterminée après. Et c'était un gros truc. Moi qui étais très très famille, de décider délibérément de rester loin de ma famille, de m'expatrier en Andalousie pour une durée totalement indéterminée, pour faire un job dans une boîte d'outillage et de silicone, enfin dans un truc absolument méga masculin. C'est ouais, c'était ma première grosse raison de stress. J'imagine. Sacrée Mais histoire.
Ouais, parce que j'avais rien. Du coup, parce qu'à l'époque, j'étais boursière, donc ça voulait dire que je perdais ma bourse. Je n'avais pas de, enfin, j'avais plus rien. C'était soit ce job, ça marchait, soit ça marchait pas. Et dans ces cas-là, ouais, nada. Donc, Mais tout s'est c'est un bien test. passé. Tout s'est très bien passé. C'est très bien passé. J'ai découvert le côté de l'autre côté andalou. Quand tu bosses là-bas, que tu gagnes 1 000 € et que tu es là, oh, c'est un super salaire. C'était c'était une expérience de vie absolument fabuleuse. Et ben justement, tu vois, toi qui as vécu un peu la vie d'expat Mhm. en Andalousie, qu'est-ce que tu retiens? Que c'était formidable. Mm. Euh, je retiens, je retiens énormément de choses parce que dans ces 5 ans que j'ai passés, j'ai eu autant de vie que d'années. J'ai rencontré plein de gens formidables, hyper différents. Ça a été d'une richesse incroyable à tous les niveaux, d'un point de vue culturel, musical, euh, d'expérimentation de vie. Est-ce que je peux aller dans ce type de soirée-là? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Professionnellement, qu'est-ce que je veux? Enfin, ça a été juste extraordinaire et le retour en France a été tellement difficile que je chéris avec énormément de fleurs et d'odeurs de cannelle tous mes souvenirs andalous. Mm. Parce que j'ai adoré être française à l'étranger, même si j'ai rencontré du racisme. J'ai adoré avoir cette autre lecture, cette ouverture d'esprit. J'ai adoré la gymnastique mentale que c'était de passer du français à l'espagnol, à l'anglais, à, à s'adapter. J'ai adoré apprendre les codes sociétaux parce que ça marche pas pareil. L'humour n'est pas le même. On ne se lie pas d'amitié de la même manière. On n'attend pas les mêmes choses. Et j'ai adoré. Enfin, j'avoue que j'ai sur les 1500 kilomètres que j'ai fait de conduite pour rentrer après, j'ai dû pleurer la moitié du trajet. Mm. Ouais. Et, et ouais, non, c'était extraordinaire. Maintenant, j'y retourne toujours parce que j'ai énormément de familles adoptives en Andalousie, c'est cool. Et quand j'y retourne, je me rends compte à quel point je suis redevenue très française. Ah, c'est intéressant. Ouais, ouais, mais le retour a été dur. Soit dit en passant, je ne sais pas si tu le sais avec Julien ou si ceux qui nous écoutent le savent, mais il existe un syndrome un peu dépressif qui a été identifié pour les gens qui vivent à l'étranger pendant un certain temps et qui reviennent dans leur pays natal. Ça peut durer plus ou moins longtemps, mais par rapport à l'expérience qu'on a vécue, on peut se retrouver confronté à des choses qu'on a connues mais qui ne nous correspondent absolument plus. Moi, par exemple, quand je suis rentrée, de me rendre compte que les conversations étaient principalement basées sur des codes de télé-réalité et de radio, c'est-à-dire que tout le monde écoutait les mêmes radios, avait les mêmes références musicales de musique cheesy qui passait, avait les mêmes références de pubs qui passaient, et je me suis retrouvée complètement en décalage forcément. Et bon, alors j'avais sûrement pas le bon entourage, mais j'ai mis un temps infini à reconnecter. J'ai dû réapprendre à regarder des trucs qui ne me plaisaient pas, à écouter des choses qui ne me plaisaient pas pour pouvoir me connecter. Donc, j'ai dû réapprendre des codes et ça a été compliqué, Mm. très Bah compliqué. écoute, normalement nous rentrons en juin, mais c'est vrai que j'appréhende, c'est pas le terme puisque, enfin là le plan c'est quand même plutôt sympathique, mais mais c'est vrai que bah, on en parlait il y a quelques jours. J'ai eu là en l'espace de 24 heures énormément de nouvelles de ce qui se passe en France et et je me sens tellement bien. Enfin, ça a été un choix de partir. Ça a été un je pense que ça a été aussi issu d'une besoin de fuite en fait en août dernier et avec tout ce qu'on a vécu et et tu vois, c'est comme si pour moi j'étais un peu dans mon petit paradis, sorte de bulle ailleurs dans le monde, connectée comme je le veux avec la France, avec les gens avec qui j'ai envie de me connecter et ça me va bien. Mais c'est vrai que quand j'entends des nouvelles, des infos, quand Julien me partage lui ce qu'il a pu voir, je me dis waouh, mais c'est pas ça ma vie. Oui. Après, généralement, quand on est à l'étranger, qu'on capte les infos en France, on découvre que le média français est un peu marseillais.
C'est-à-dire qu'il grossit les traits. Enfin, j'étais à l'étranger. Je sais plus, il y a eu l'élection de Sarkozy en 2007 et il y a eu des grèves et des machins. Mais moi, j'avais l'impression que la France était en guerre civile, quoi. Quand je voyais les nouvelles, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Alors que non, c'était un jour donné, à un moment donné, mais c'était particulier. Mais c'est Mmh. pour ça que c'est tellement bien de s'immerger. Enfin, moi, j'étais devenue andalouse. J'étais Et je dirais que c'est ça aussi qui peut créer la difficulté, c'est lorsque tu as cette émulation intellectuelle, lorsque tu vis pleinement cette expérience à l'étranger dans une émulation intellectuelle, dans la rencontre, dans l'échange, et d'être constamment tiré vers le haut. Euh, ouais, le retour, elle est un peu compliqué. Mais Oui, c'est une richesse, c'est une véritable richesse. Et l'avantage, c'est qu'on est de plus en plus à avoir cette ouverture d'esprit. en plus. Mais et du coup, toi, par exemple, donc t'as vécu ça, c'était très très positif. Est-ce que tu vois, tu as cette intention prochainement, alors je sais pas si c'est plus ou moins lointain, de revivre un peu cette expérience ailleurs qu'en Ah, France? carrément. Bah, déjà, là-bas, je voulais vraiment pas rentrer en France. Bon, la vie a fait que. Là, eh bien, ma vie personnelle fait que avec les deux petits bouts, c'est compliqué. La maman va pas être trop d'accord si on part ailleurs, mais j'en parle régulièrement à mon conjoint parce que quand les enfants voleront de leurs propres ailes, j'aimerais bien retourner à l'étranger. Hmm. Bah, il va falloir attendre un petit peu du coup, hein. Ouais, un petit peu, ouais. Mais bon, je pense qu'ils savent pas, mais on va commencer déjà des petits séjours pendant les vacances. Les vendría muy bien. Ça leur ferait du bien. Ouais. Et du coup, je sais pas, en termes, tu vois, je sais pas si tu as des destinations en tête, ce serait vraiment un retour en Andalousie ou une découverte d'ailleurs? Non, ce serait une découverte d'ailleurs. L'Andalousie je pense que j'y ai vécu dans une autre vie, parce qu'il y a vraiment, enfin, quand je parle espagnol et quand j'arrive là-bas, j'ai une autre partie de moi qui re-respire, je Hmm. revis. Mais j'ai des appels, outre le fait que j'ai des amis dans certains pays où j'aimerais bien aller, mais j'ai un appel profond pour l'Argentine Hmm. euh, et la Colombie et le Chili. Enfin, et le Brésil. Enfin, j'ai un appel pour l'Amérique latine très 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 fort. Et je me permets, parce qu'il n'y a pas très longtemps, tu parlais d'une de tes anciennes vies. Ça reste à confirmer pour moi, mais ce sentiment en fait d'avoir été euh, dans une tribu, une indigène. J'ai vraiment cette vision de moi pieds nus en très très petite tenue, vivant dans la jungle, étant copine avec les araignées, alors qu'aujourd'hui je suis complètement phobique. Mais il y a quelque chose qui m'appelle de très fort là-bas. La Hmm. nature, les langues, la culture. Donc j'aimerais bien aller là-bas. Ouais, je pense que c'est, bah, de toute façon, c'est des pays qui sont gigantesques. Tu parles de l'Argentine, du Chili, la Colombie, le Brésil Ah bah, encore plus. Donc là, c'est tout un programme. complètement. Non mais Mais carrément. Mais c'est ayant une passion de l'humain en plus, tous les mouvements migratoires, culturels, sociologiques là-bas, ça me fascine. Donc hmm. Ah, nous, on a comme projet avec Julien de pouvoir faire la transaméricaine. Il se trouve que dans la ville où on habite au Costa Rica, qui s'appelle Uvita, il y a la fameuse route. En fait, c'est notre route classique qui lie en fait tout l'Alaska jusqu'à la Patagonie. Donc hmm, un jour, on se qué rico. prendra 2-3 mois parce que je pense qu'il faut y aller un peu Ouais, niveau faut un petit peu de. peu de temps, mais de pouvoir partir de l'Amérique centrale pour descendre jusqu'en Patagonie, la Terre de Feu, nous c'est un rêve pour nous. Ouais, ça doit être quelque chose. Et du coup, ferait C'est un passer par la super rêve. Colombie, le Chili, Ouais. le Pérou. Ah mais ouais, mais carrément. Quel bonheur. Quel bonheur, hein. Mais tu sais, pour moi, c'est des cultures qui sont extrêmement, qui sont très puissantes. Puis c'est des énergies aussi, je pense, au niveau de la terre, tu vois, vraiment géographiquement parlant, puissantes. Et tu vois, moi, bon, alors du coup, voilà, il y a le Costa Rica, on a fait le Mexique, le Guatemala, on a vraiment plus senti ce côté, même si c'est plus haut que le Costa Rica, on se sentait beaucoup plus en Amérique latine. Il y a vraiment, en fait, c'est parce qu'il y a vraiment cette culture, cette architecture et une émulation qui est extraordinaire. Donc ça a été un peu voilà notre façon de goûter.
Mais tu vois, je me sens encore un peu intimidée par tous ces pays comme la Colombie, le Brésil. Je trouve que c'est des pays qui sont très puissants. Mm. Oui. Donc, Et moi, c'est ce qui me fascine et m'attire complètement. et ben peut-être qu'un jour on se retrouvera, tu sais, à Ushuaia, au bout du bout. Ah, quel bonheur, mais carrément, carrément. On sera en train de grelotter, mais on boira notre petit thé. Ah oui, oui. On arrive à la fin de cet épisode et tu sais très bien, il y a une question que je pose à tout le monde. C'est qu'est-ce que tu penses qui arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Je la laisse résonner parce que je la trouve sublime. Je pense que les gens seraient profondément plus libres et, et, et heureux parce que pour moi, si les gens se donnaient cette permission-là, ce serait vraiment cette permission, comme je te disais au début, d'être pleinement soi et de s'aimer tel que l'on est. Du coup, je pense que ça permettrait vraiment d'avoir un monde plus doux, plus juste, sûrement. Quelque chose de différent, qui ferait du bien. Et qui, du coup, ne donnerait pas trop peur de rentrer en France. Ou d'aller ailleurs. J'ai pas peur. Mais c'est vrai, je suis bien là où je suis aussi, tu vois. Oh, tu m'étonnes. Mais moi, je te sais que je t-shirt. repartirai, si tu veux. C'est Oui. juste quelques semaines. Merci infiniment, Anne-Sophie. C'était que du bonheur pour moi de t'avoir ici. Merci beaucoup à toi. C'était un bonheur partagé et une conversation toute naturelle. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour te trouver? Tout simplement. Alors, dans mon petit côté caché, c'est sûr, c'est un petit peu particulier. Mais alors, pour le moment, effectivement, à part mon Instagram, que vous pouvez trouver, alors en version anglaise, ça fait Social Bright Revolution. En version française, c'est Social Brit Révolution. Je le noterai dans la description, vous inquiétez pas. Merci, merci, merci. Après, j'en profite, n'ayez pas peur. Lorsque vous arrivez potentiellement sur mon profil, vous pouvez vous dire, mais il n'y a pas grand-chose. Oui, alors oui, j'avoue, on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors dans mon cas, c'est totalement ça. Mais je m'y mets, je change. Ça va venir, vous inquiétez pas. Mais je suis là, je réponds à mes messages et je suis ravie de rencontrer des gens nouveaux. Eh ben, fantastique. Donc, je mettrai aussi ton contact sur LinkedIn. Et comme ça, il y aura deux possibilités de venir à ta rencontre. Donc, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci à toi, je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. À très bientôt, Mélanie. Bonne journée, au revoir. Au revoir.